Bah écoute, let's go, on est live. Eh ben, vas-y. Tu me lances du coup ou Ouais, si tu veux, si tu veux. vas-y, c'est parti. Alors, au programme aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont la chance de nous écouter, on va parler du Network State. Alors, je crois que c'est un livre de Balaji, si j'ai pas de bêtises, je ne l'ai pas lu. C'est un livre qui a été conseillé par un membre du Sanctuary NBS, Vivien en l'occurrence, et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, à une époque où les États sont de plus en plus remis en question, où il y a de plus en plus de multimilliardaires de la Silicon Valley qui commencent à dire bon, bah, vous êtes bien gentils, les amis, mais vous, dans ce pays-là, eh bien, il y a des choses que je ne peux pas faire, comme par exemple investir massivement dans la science, dans le transhumanisme. Je pense notamment à Brian Johnson qui est obligé de partir sur des îles en dehors de la juridiction des États-Unis pour faire ses recherches sur l'immortalité, sur la longévité. C'est peut-être le moment, Alex, de parler de rentrer dans les détails de ce que c'est finalement la grande idée derrière, The Network State et derrière aussi toutes ces cités-États qui sont en train de se développer petit à petit. Je pense notamment à Prospera, qui propose un modèle alternatif. Un Ouais. modèle où, où finalement les pays actuels n'auraient pas forcément leur mot à dire, ou pas totalement du moins, et où il y aurait beaucoup d'innovation dans la manière de structurer les cités et les citoyens. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, donc déjà merci pour l'intro. En effet, merci à Vivien du Sanctuaire pour m'avoir fait découvrir le livre The Network State. Donc, pour revenir déjà, le truc est écrit par Balaji. Balaji, c'est un personnage assez connu dans la Silicon Valley pour avoir notamment travaillé pour Andreessen Horowitz, donc A16Z, un des fonds d'investissement et un des fonds de VC les plus connus de la Silicon Valley, fonds qui a été fondé par, comme son nom l'indique, Andreessen et Horowitz, qui a créé Netscape, ils ont financé Airbnb, ils ont financé Facebook, ils ont financé énormément des boîtes de Web3 il y a quelques temps. Ensuite, Balaji est parti pour monter ses propres boîtes, notamment dans le Web3. Donc, c'est un gros défenseur du Web3 et c'est de manière générale un ponte de la tech depuis très longtemps. Il est considéré par beaucoup de gros cadres de la Silicon Valley comme un des penseurs les plus intelligents. Il est adoré, entre guillemets, par Peter Thiel, il est adoré par les mecs de Stripe, il est adoré de mémoire par, je me demande si c'est pas Bill Gates ou un mec comme ça. Enfin, il y a beaucoup de gros pontes de la vallée, on va dire de la tech en général, qui considèrent que c'est un mec brillant. Et je vous invite à faire des recherches sur lui parce qu'il a publié plein de trucs très cool. Récemment, 2017-2018, il publie la première version de The Network State, qui en fait est un bouquin en ligne. Hein, on le mettra en description, mais vous pouvez accéder gratuitement au bouquin. C'est pas un truc payant. Alors il y a une version, on peut l'avoir version livre et là c'est payant, mais si c'est la version en ligne, elle est totalement gratos. L'idée derrière The Network State est de dire on va créer de nouveaux États comme on crée des startups. Je schématise, hein, on va dire que ça, c'est la grande idée. Et du coup, ces startups, comme toute startup, est régie par un nombre de règles et une culture propre, ce que dans une startup on appellerait la culture d'entreprise, bah là, ça devient plus ou moins la culture du pays. Euh, il fait ça en pariant sur le fait qu'on est à un moment d'interaction de plein de technologies qui se croisent. Le Web 3 sous sa forme métaverse, et donc la capacité de se projeter dans des espaces qui, entre guillemets, n'existent pas vraiment. La technologie qui nous permet de décentraliser tout un paquet de choses et qui nous permet de communiquer à travers la planète, et donc de dire bah, un État qui est un regroupement géographique à un endroit donné n'a plus forcément de sens à un moment où je peux travailler avec un mec à Hong Kong et un mec en Australie dans la même journée. Des monnaies décentralisé aussi. Donc, bon, lui, il prend le cas du Bitcoin, mais bon, globalement, grand défenseur des cryptos. Donc, évidemment, il dit bah, les États n'ont plus le monopole de la création monétaire, ce qui est hyper important.
Donc ça, c'est, on va dire, le constat technologique. Et après, il y a le constat politique qui est de dire, bah, les États tels qu'ils sont constitués aujourd'hui sont vieillissants. Il fait le constat hyper dur de dire, les États-Unis, l'hégémonie américaine est en train de s'effondrer petit à petit, ou en tout cas se craquelle. Des États comme les BRICS et ainsi de suite montrent qu'ils ont plus de force que ce qu'on pensait, montrent qu'ils deviennent des modèles alternatifs, que des gens adhèrent à ces modèles alternatifs, mais ça reste des modèles pour nous occidentaux un peu compliqués, on va dire, qu'on ne valide pas totalement. Pour autant, on ne veut plus être sous le joug des États-Unis, et de l'Europe et de la manière dont on fonctionne. Et donc, il dit la troisième voie et la nouvelle voie, c'est des gens qui se retrouvent autour de big ID communes, longévité, start-up, entrepreneuriat, pourquoi pas demain, équitation, si c'est le truc, hein, c'est pas le sujet, mais le sujet, c'est de dire, on va créer des start-up États avec une Big ID où tout le monde s'entend autour d'un projet commun et d'une vision commune. Tu adhères à ça. Et à partir de là, tu crées tout ce dont on a besoin pour perdurer en tant que, on va dire, cité-État décentralisé. Alors, il y a différentes méthodes, parce que là, on parle de Balaji et de Network State, mais c'est une problématique beaucoup plus grande. Tu as parlé de Prospera tout à l'heure. Prospera, c'est différent. Prospera, ce que eux, ils disent, c'est on va faire le même format, mais dans un endroit sur une ville. Donc, on va mettre une ville avec une idée, eux, c'est longévité et création de business, je crois, hein, Prospera, plus ou moins, si je ne dis pas de conneries. Et on a un endroit limité, une idée et une communauté. Et voilà. Balaji, ce que lui dit, c'est on s'en fout de la partie terrain. On peut acheter 10 maisons en Australie, 10 maisons au Brésil, 10 maisons en France, 10 maisons en Angleterre, et puis ces 4 lots de 10 maisons font la première version du Network State, si tu veux. Et donc là-dessus, il y a plein d'approches avec plein de penseurs. Il y a un livre que Vivien a conseillé aussi qui s'appelle Free Cities, d'un mec dont j'ai bouffé le nom, mais pareil, on mettra en description le nom exact du gars. Mais Gable, je crois qu'il s'appelle. Tout ça, donc maintenant qu'on a fait cet exposé, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, depuis la naissance du digital, du numérique, tu m'appelles ça comme tu veux, de l'informatique, on va dire, et depuis sa grande expansion, on va dire, à partir de la création d'Internet, datons ça de 1990, on va dire. Entre 1990 et maintenant, 30 ans, 34 ans, on a attaqué à peu près tous les business. Je ne crois pas qu'il reste de niches, ou il doit rester très peu de niches qui n'ont pas été, d'une manière ou d'une autre, digitalisées. Airbnb et le format de plateforme est venu attaquer l'hôtellerie. Uber est venu attaquer le fait d'avoir une app, est venu attaquer ou disrupter ou améliorer les taxis, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cependant, on n'a jamais pensé à questionner l'État. Il y a des améliorations, il y a des petits trucs. Oui, l'État s'est informatisé, oui, tout ça. On n'a jamais pensé à questionner le fait de dire, dans un monde où des gens réussissent à avoir des communautés, prenons Brian Johnson, tu l'as dit. Je ne sais pas combien Brian Johnson a d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais disons quelques millions. Brian Johnson a plus d'abonnés que la population du Luxembourg. Pour autant, le Luxembourg est un pays. Tu vois, si des gens sont des fans assez hardcore pour adhérer à la vision de Brian Johnson et que Brian Johnson trouve un modèle de compensation qui est capable de leur promettre qu'ils vont vraiment vivre plus longtemps, pourquoi pourrait-il pas plus ou moins créer son pays? Enfin, tu vois. Et ce bouquin est hyper intéressant parce qu'il regarde l'histoire. Il regarde 100 ans, 200 ans, 1000 ans d'histoire en te disant tout ce que nous voyons dans le monde et qu'on prend pour acquis, un État, un pays, enfin, les autoroutes sur lesquelles tu es, le système de santé français, ça, tout
n'est qu'une construction humaine à un moment ou à un autre. Et donc, des choses qu'on considère comme non challengeables n'est qu'une construction humaine qui a été faite à un moment où les moyens techniques permettaient sa construction. Mais aujourd'hui, les moyens techniques ont complètement, pour permettre des choses qui sont complètement nouvelles, et pour autant, on n'a pas rechallengé le truc. Et donc, tous ces bouquins, tout le fond de ce bouquin, c'est est-ce qu'on peut challenger les fondamentaux de la création d'un pays, d'un État, et plus largement, parce que qu'est-ce que c'est la France, si ce n'est une espèce de super communauté régie par un ensemble de règles et d'opportunités. C'est hyper intéressant, merci pour ça. Plusieurs remarques, plusieurs questions. Bon, déjà, un abonné sur Instagram, sur TikTok, c'est quand même assez différent d'un citoyen français, tant dans la valeur de l'abonnement. Je pense que c'est quand même plus cher de devenir citoyen que de s'abonner à un compte Instagram, mais surtout tant dans les services qui sont proposés. Être citoyen, c'est pas juste être abonné à un pays. Je pense, hein, c'est aussi pouvoir dire, ok, la culture, je l'épouse. Bon, là, tu me diras peut-être que la culture Brian Johnson, il y en a plein aussi qui peuvent l'épouser, mais au point de leur filer 40% de ma richesse, de tout ce qui rentre. Et derrière, je sais qu'ils vont pouvoir me donner beaucoup de choses qui dépassent juste la simple aspect de longévité ou style de vie, mais qui va prendre en compte l'éducation, la sécurité. Et d'ailleurs, ça rejoint le troisième point que je voulais aborder là, c'est que à quel point, certes, tout ça est une construction humaine, et certes, je raffole d'ailleurs de toutes ces personnes aujourd'hui qui commencent à disrupter tout ce que l'on croyait impossible hier, en l'occurrence la mort, mais aussi, pourquoi pas, de plus en plus les cités, les États. Mais dans quel monde est-ce que tu crois, à part si demain il y a une énorme crise qui se passe, ok? Mais si je mets de côté toutes les crises, les guerres nucléaires, qui dans tous les cas, si jamais ça arrive, il y aura forcément des changements absolument radicaux qui vont apparaître dans nos sociétés. Mais en ce moment, dans quel monde est-ce que c'est réellement possible d'imaginer des États dire, ok, je vous laisse agir 100% en autonomie. Donc soit je vous laisse un bout de mon terrain et vous en faites ce que vous voulez, soit carrément eh bien, il y avait une de ces idées, et je sais pas si tu connais le film d'ailleurs, c'est tiré d'une histoire vraie, de personnes qui se sont dit, ok, on va créer notre propre État, et du coup, on va créer une île. En l'occurrence, c'était une île 100% artificielle, j'ignore Ouais, donc le nom du film, mais c'est une île, ils l'ont créée de A à Z, c'était une plateforme qu'ils ont mis dans les eaux internationales. ouais, Sealand. Et c'était en Espagne, c'est ça, les eaux internationales, mais c'était près de l'Espagne. Non, je crois que c'était près de l'Angleterre, c'était Sealand, non? Je sais plus. En tout cas, il y a un film, je vous invite à regarder, j'essaie de trouver le lien. Ouais. Mais ils ont vite fait face à la réalité qui est de dire, OK, on n'a pas de puissance militaire. Et à la fin de la journée, un État, c'est aussi pas juste une citoyenneté, c'est de la défense et c'est une force armée. Et donc, j'ai peur que, à part s'il y a une crise énorme qui forcément vient rabattre toutes les cartes, bah, que la réalité fait que aucun État ne veut perdre sa souveraineté. En fait, donc, là, la première phase de l'explication, c'était qu'est-ce qu'il y a dans les bouquins. Je pense honnêtement que les États ont trop de puissance, on s'en rend pas compte, mais les États ont beaucoup trop de puissance pour être disruptés comme ça. Parce que, encore une fois, les États, si tu as un problème, ils te donnent le chômage, ça dépend où tu es, mais voilà, ils t'assurent tes soins, ils t'assurent le fait qu'il y ait de l'électricité qui arrive jusqu'à ta maison, ils t'assurent le fait que, en effet, tu aies une police, une armée qui, on peut critiquer machin, mais te protège, qu'il y ait une administration qui fasse ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Enfin, disrupter l'État en tant que tel, même si j'adore ces bouquins et j'adore ces théories, je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a une énorme opportunité business à disrupter on va dire, le style de vie et le lien que tu peux avoir avec ta ville ou ton espace de vie. C'est quelque chose, à mon avis, à mi-distance entre vraiment l'indépendance totale, genre Sealand ou genre, tu vois, ou créer une île artificielle au milieu de je sais pas où, et de l'autre côté, juste le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire
sans rien. Ce qui est à toi, c'est ta maison et ton jardin, et puis tu es soumis aux lois de l'État. Moi, je crois beaucoup à un modèle alternatif, si tu veux, où tu serais toujours soumis à l'État hôte. L'État hôte, c'est quoi? C'est si la truc, elle est en France, t'es en France. Si t'es français de passeport, t'es français de passeport, machin, ça change pas. Par contre, des entreprises privées, sous un modèle ombrelle, on va dire, donc c'est-à-dire capable de faire à la fois de la santé, de la longévité, de l'éducation, du real estate et X trucs, te propose un modèle alternatif plus personnalisable et en échange d'un prix fixe ou d'une partie de tes revenus, donc quelque chose qui ressemblerait à une couche d'impôt supplémentaire, tu as accès à tout un paquet de services qui viennent se pluguer par-dessus les services de l'État. En effet, tu as dit un truc hyper important. J'avais un prof d'histoire géo qui nous disait toujours, l'État, le truc important dans l'État, c'est le monopole de la violence. Un État qui tourne bien, c'est un État qui a le monopole de la violence. Ça veut dire quoi le monopole de la violence? C'est-à-dire que d'un côté, il est le seul à pouvoir utiliser la violence. Donc, s'il en a besoin, il utilise la violence. De l'autre côté, personne ne peut l'utiliser contre lui. Il a le monopole. Il est seul à avoir la violence. Et ça, à moins qu'on rentre dans un truc très dark, a priori, jamais une société n'aura, et je pense qu'il ne faut pas qu'une société ait la capacité de monter une armée. Enfin, ça semble très très bizarre et très dystopique comme projet. Que par contre, certaines sociétés ou certaines communautés puissent se retrouver et dire on accepte les lois du pays et on accepte les lois de notre juridiction. Cependant, nous, on se fixe un code de conduite différent à l'intérieur d'un endroit et en échange de ce code de conduite et d'une cotisation, on a accès à des services améliorés ou à des services différents. Ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que pour être dans l'immobilier, voilà, et dans les startups en même temps, pour être avec une communauté de gens assez large, je me rends compte que beaucoup de gens ne se retrouvent plus dans le modèle traditionnel qu'offre une ville et un pays. Et là, j'entends pas d'un point de vue la défense du citoyen et tout ça, mais de manière très opérationnelle au quotidien. Beaucoup de gens ne s'y retrouvent plus. Beaucoup de gens veulent plus. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, et tu en as fait l'expérience, partent à Bali, partent à Dubaï, essayent des trucs, sont pas contents et reviennent, cherchent, se mettent dans des endroits où il y a des communautés d'entrepreneurs, où il y a des communautés de gens qui font de la méditation, s'inscrivent dans des associations, essayent de se mettre sur des apps où ils rencontrent des gens comme eux. Et on le voit avec le sanctuaire, où des gens viennent chercher une communauté nouvelle, plus proche, plus réelle, pas juste des réseaux sociaux. Et évidemment, pas juste leur quotidien dans une ville où ils n'ont pas forcément, où ils ne peuvent pas rencontrer les gens qui sont comme eux, et ainsi de suite, puisque la ville ne le permet pas, parce que les villes sont devenues trop grosses, parce que, enfin, énormément de raisons. Et donc, moi, je crois beaucoup à un modèle hybride, une sorte d'échelon privé entre l'individu et l'État et l'administration étatique. Voilà. Est-ce que tu sais à quel point c'est possible de créer une ville? D'aller voir demain la France, l'État, de dire écoutez, voilà, il y a ce terrain-là, inoccupé, il n'y a pas forcément de forêt, il n'y a pas forcément de nature, ou du moins, c'est pas un lieu qui est forcément protégé. J'ai ce projet, j'ai ces investisseurs derrière moi. Est-ce que vous m'autorisez à construire? Et donc, transformer d'abord, avoir un petit village. Puis, si on n'est pas, je crois que c'est au-delà des 10 000 habitants, je crois, transformer en ville. À quel point c'est faisable et à quel point c'est cher? Et quel est le process? En fait, si tu veux, alors j'ai jamais essayé de le faire évidemment à cette échelle-là, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour construire quoi que ce soit en France, voilà, tu as besoin d'un permis de construire. Ce permis de construire, tu dois l'obtenir auprès enfin, dans la plupart des cas, tu dois l'obtenir auprès d'une mairie. Des fois, tu as besoin, quand ça devient très gros et tout ça, tu as besoin d'aval de la préfecture, notamment quand il y a des impacts environnementaux. Mais bon, bref, partons du principe que tu vas voir la mairie. Aujourd'hui, en France, à ma connaissance, tu n'as aucun territoire qui n'appartient pas à une mairie, qui n'appartient pas à une commune. Il y a 36 000 communes en France, il n'y a pas un endroit en France qui n'appartient pas à l'une de ces communes. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que la France, à un moment, a été découpée en communes et tu seras forcément sur une commune. Tu ne pourras pas
à ma connaissance, et ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Alors après, tu as des regroupements de communes, tout ça, mais ça reste l'appareil politique qui décide et qui choisit de comment ça se passe. Comment ça se passe. Mais je ne connais aucun privé qui a dit j'achète ce terrain. Ça, tu peux le faire. Tu achètes ce terrain, donc tu seras propriétaire du terrain, ça, c'est pas un problème. Admettons que tu arrives à obtenir le permis de construire pour te faire tu veux 10 000 personnes, on va dire que tu fais 4 000 logements, tu vois, grosso merdo. Tu fais des commerces, des machins, des trucs. Tu crées ce qui ressemble à une ville. Tu payeras toujours les taxes foncières, tu seras toujours raccordé au réseau de la commune sur laquelle tu es positionné. Ça, ta commune, elle ne pourra pas faire sécession, entre guillemets. Tu ne vas pas créer une nouvelle commune. Tu ne vas pas pouvoir appeler ça Willland. Et Willland, tu vois, c'est. Voilà. Je te donne un exemple. Disneyland Paris, c'est pas genre Disneyland Paris, tu vois. Il y a une adresse et cette adresse, elle est à quelque part en France. Avec sur une commune, je crois que c'est Marne-la-Vallée ou je sais plus quoi, mais voilà, t'es raccordé au réseau, entre guillemets, t'es raccordé à tout ça. Par contre, donc ça c'est le côté politique, juridique, on va dire. Tu vas pas commencer à élire ton propre maire, tu vas pas commencer à faire tes propres lois de la ville et tout ça. Par contre, que tu fasses un espace privé qui ressemblerait à un Disneyland, dans lequel il y a des règles que tu peux mettre en place, qui sont des règles qui sont un contrat, hein, tout simplement. À Disney, t'as pas le droit de voler la tête de Mickey, tu vois. C'est un contrat moral. Enfin, c'est évidemment, tu fais pas chier les mecs qui sont déguisés pour amuser les enfants. Bon, ben, à Disney, tu as le droit d'être déguisé en Mickey, je suppose. Je sais pas si tu as le droit de te déguiser en grosse souris dans la rue à Paris. Enfin, je sais pas ce qui se passe si tu le fais, tu vois. C'est des détails, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le droit d'imposer un set de règles à partir du moment où tu es chez toi et du moment que ces règles-là ne viennent pas en contradiction avec les règles, évidemment, de l'État. Par contre, les gens seront toujours des Français qui paieront leurs impôts en France. Si c'est des étrangers, bon, bah là, ils gèrent leurs impôts, enfin, c'est des expats, quoi. Et ta société privée qui gérera la ville au sens les bâtiments et tout ça. Par exemple, je pense que les routes appartiennent. Enfin, tu ne pourras pas bloquer, par exemple, si ta ville, à un moment, tu fais une route qui va d'une ville à une autre et toi, tu es au milieu, tu ne pourras pas bloquer tes routes sous prétexte que tu es chez toi. Ce sera merde, j'ai bouffé le nom, mais une servitude de l'État. En gros, ils passeront dessus et puis voilà. Après, que le terrain t'appartienne, c'est un autre sujet. Donc, tu ne pourras pas créer une indépendance politique. Par contre, tu as très bien le droit d'acheter et de construire 4000 logements si tu as les moyens, les investisseurs, et que tu arrives à obtenir les permis, ce qui va quand même être très, 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 très compliqué. Mais rien ne t'empêche de construire 4000 logements si tu as envie de construire 4000 logements. Ok. Je te pose la question parce que j'aimerais bien savoir à quel point c'est réaliste de commencer très petit, avec des, je sais pas, 10 logements, 5 logements, dans une commune assez ouverte et suffisamment large, et puis de passer à 20, à 30, à 40. Mais avec une grande idée qui rejoint un peu l'idée de Balaji, qui est de dire: «OK, nous, ce qu'on crée, c'est un écosystème dans lequel on va essayer de maximiser certains pans de la vie qui nous paraissent être les plus importants». Par exemple, la santé, par exemple l'éducation, par exemple le sport, par exemple le fait d'avoir une vie extrêmement saine, ou alors on crée un endroit spécialement où les entrepreneurs vont pouvoir venir pour discuter, ci et ça. Commencer très petit avec, hem, en jouant copain-copain avec les mairies, du coup les villes, en disant: «Moi, ça va vous attirer du monde, de votre, près de chez vous, ça va être génial». Signer, accepter les permis de construire et arriver avec une offre tellement intéressante que ça attire. Que ça attire, que ça parle, que les réseaux explosent, qu'une communauté en ligne commence à bien se créer et que cela permette de créer d'autres bâtiments. On passe de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 50, jusqu'au jour où les personnes de la ville même autour commencent à être de plus en plus rattachées à ce que nous on construit et où finalement le rapport de force politique en termes de vote commence à s'inverser. Jusqu'au jour où peut-être, eh bien, la question se pose de OK, bon, il y a quand même 2 villes là qui sont en train de se créer. La ville des citadins habituels, très souvent peut-être retraités si on est dans si on
enfin si c'est ce type de village dans lequel on s'installe. Et les personnes enfin je caricature, hein, mais et les personnes ultra dynamiques qui veulent maximiser leur longévité, entreprendre, ou les commerçants acceptent les cryptos. Enfin bref, tout cet écosystème un peu disruptif. En fait, si tu veux, moi je pense que là où Balaji a raison, là où Balaji abuse, c'est le côté on va créer notre propre nationalité, où les mecs ils seront plus français, ils seront, tu vois, sa nationalité à lui, genre network statien, et puis voilà. Ça, il abuse complètement, d'après moi. Par contre, là où il est très malin, c'est de dire il faut décentraliser le truc. Parce que, à mon avis, prendre au milieu de nulle part, je sais pas combien de centaines de milliers de mètres carrés et dire on va créer une ville là comme ça, boum, je pense que c'est recipe for disaster parce que ils essayent de le faire aux États-Unis là. Il y a un projet dont j'ai bouffé le nom aussi, mais qui est soutenu par plein de milliardaires, dont Andreessen Horowitz, d'ailleurs, mais avec un autre mec que Balaji. Et ils essayent de créer une ville, tu vois, 100% piéton, ou avec des écoles de qualité pour tes enfants, et où tous les tech inventors pourraient venir. C'est quelque part dans la Silicon Valley, et puis tu serais vraiment à l'aise. Voilà. Et c'est hyper compliqué pour eux. Ils se prennent tous les bâches administratifs possibles. Enfin, c'est un bordel sans nom. Il y a des mecs qui sont d'accord, des mecs qui sont contre. Ça crée des débats vraiment houleux, machin. Par contre, créer de ce que moi j'appelle de l'IMO à concept, au sens des concepts assez larges, hein, entrepreneuriat, longévité, machin. Faire, comme tu le dis, 5, 10 logements, puis 5, 10 par là, puis 10, 15 par là, puis machin. Ça a du sens. Et c'est là-dessus que Balaji est bon, c'est que de ne pas prendre un truc fermé et de le décentraliser, mais en gardant un lien de culture au sens large du terme. Ça, je pense que là-dessus, il a raison. Le second point, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas opposer les citoyens, on va dire, qu'ils soient retraités ou pas d'ailleurs, mais enfin les citoyens qui habitent dans une zone à un instant T, et ceux qui viendraient, qui seraient des disrupteurs, des machins, des trucs. Parce qu'à mon avis, la vraie formule gagnante, c'est de prouver que ce genre de projet et ce genre de micro-État ou de communauté, État, c'est pas le bon terme, mais de communauté rassemblée, machin, a un impact positif sur les communautés qui étaient là au préalable. C'est de Ouais, prouver que mais ces mecs-là amènent ça, du dynamisme, en fait. en fait, la problématique de ça, selon moi, c'est que c'est une très bonne idée et je suis d'accord avec toi, c'est débile d'opposer, mais il y a un gap énorme, hein. Il y a un fossé énorme, entre, alors après ça dépend où est-ce qu'on se positionne, mais je sais pas si tu t'entretiens avec ta famille, tes grands-parents sur toutes ces choses, la longévité, la crypto. Hem, si on n'a pas une famille déjà qui est entrepreneur ou qui est dans ce milieu-là, mais ils ne comprennent que dalle, rien du tout. Et en fait, ils vont même pas essayer de chercher les bénéfices. Ils s'arrêtent au stade de: «Je comprends rien, ça m'intéresse pas, c'est des trucs nouveaux». Et donc va convaincre, alors encore une fois, tout dépend où est-ce qu'on s'installe, mais va convaincre 10 000 personnes dans un village du sud de la France, qu'en fait, à partir de maintenant, à 10 kilomètres de chez eux, va y avoir un modèle qui est incroyable, longévité, où on va essayer de s'optimiser, absolument tout traquer, où on va essayer, on change totalement toute notre alimentation. On va même aller, mesurer le nombre d'érections qu'on a, toutes les nuits, comme Brian Johnson, pour voir si on est, si notre durée de vie va si on va vivre longtemps ou pas. À partir de maintenant, on va plus payer en euros, tout va être en crypto, tous les commerçants vont payer en crypto. Enfin, c'est quand même, Non, mais un ça, style de vie et une manière de réfléchir qui, c'est disruptif au point où les personnes vont même pas s'y intéresser. Pour eux, ça va être, délirant. parce que ça, oui, parce que là, on a l'impression qu'on doit les faire collaborer et adhérer sur toutes les idées. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le truc, c'est de dire, probablement que 80% des gens s'en foutront. Par contre, si ces gens-là viennent consommer dans les commerces locaux, parce que entre la longévité et le fait de consommer bio, local, de qualité, tu peux déjà trouver un lien, tu vois. Et donc, tu relances des trucs. Et les mecs, ils achètent de l'IMO. Donc, quelque part, ils évitent que le prix de l'IMO s'effondre. Et aujourd'hui, en France, dans plein de campagnes, dans plein de régions qui sont théoriquement moins attractives, le prix de l'IMO s'effondre. Bah,
Si tu commences à mettre des mecs qui viennent, qui du coup, il y a des mecs qui viennent les voir, donc tu peux créer du Airbnb, donc les restos marchent mieux, donc les petits producteurs locaux marchent mieux, donc tu vois, petit à petit, j'en sais rien, moi, les boîtes de ménage, de sécurité marchent mieux, et donc ça relance 3 bars et 2 boîtes de nuit, et donc, tu vois, et petit à petit, tu refais prendre une sauce à un endroit qui était en déclin ou en ralentissement. Je suis pas sûr. Les gens, ils auront rien à foutre. Tant que eux, ils peuvent payer en euros, ils s'en branleront que Jean-Jacques à côté d'eux, il paye en crypto. Ce sera pas leur sujet. Je crois que c'est un sujet de permettre à ceux qui le veulent d'avoir un mode de vie différent, sans pour autant impacter ceux qui veulent continuer à vivre ce qu'on pourrait qualifier de vivre normalement. Par contre, pour qu'il n'y ait pas de, tu vois, d'opposition entre ça, il faut que ceux qui décident de vivre normalement bénéficient de la longue traîne de ceux qui essayent d'innover, de vivre plus longtemps, de casser les codes, d'investir, et ainsi de suite. Je crois que c'est un peu enfin, ce qui s'est passé et ce qui a merdé, donc il y a les deux cas de figure, hein, en Californie, et notamment dans la Silicon Valley, où la Silicon Valley, c'était une région qui était un peu à l'abandon. Beaucoup d'ingénieurs, enfin, Stanford est venu s'installer, on a sorti beaucoup d'ingénieurs, ces ingénieurs ont bossé pour des boîtes de défense à la base, ça a fait de l'innovation, de l'argent qui a été réinvesti dans les startups, ils ont inventé le modèle de capital risque, ainsi de suite, blablabla. Pendant, je pense, une centaine d'années, j'ai plus la date exactement de l'arrivée de Stanford, mais je crois que c'est 1800 quelque chose, 1850 ou 1880, bref. Mais pendant une centaine d'années ou plus, la Silicon Valley est passée d'une région pauvre à une région extrêmement riche et pendant un long moment bien redistribuée. Entre guillemets, un modèle de truc qui fonctionne bien. Là où on a déconné, c'est sur les 10 dernières années où le prix de l'immobilier est vraiment monté en flèche et où tu as une espèce de caste d'ultra riches et une redistribution qui ne s'est pas bien faite. Et donc maintenant, tu as des problèmes d'insécurité, tu as des problèmes de drogue, tu as des problèmes. Enfin, la Californie est extrêmement divisée. Mais pendant une centaine d'années, ça a marché. On a quand même tiré un paquet de personnes vers le haut. Et la Californie était devenue le nouvel endroit du rêve américain. Un mec comme Steve Jobs, bah, tu vois, il était abandonné, il n'était pas très riche, et puis il s'est retrouvé, enfin bref, cas classique. Et sans aller jusqu'à des exemples comme Steve Jobs, il y a plein de mecs dans la Silicon Valley qui venaient de nulle part et qui ont réussi à se faire soit des carrières extraordinaires, je ne sais pas si tu as vu avec Nvidia notamment. Nvidia, il y a 75% de ses employés qui sont devenus millionnaires. Donc, c'est même pas juste les entrepreneurs et pas juste les superstars de la Silicon Valley. C'est tous ceux qui ont suivi le flow et qui se sont mis là-dedans. Maintenant, ça pose un problème qui est la redistribution ne s'est pas assez bien faite. Ou alors, il y a eu trop de monde qui a voulu tenter sa chance, et puis bref. Mais en tout cas, si on veut que des communautés décentralisées fonctionnent, je pense, il faut que la communauté décentralisée fonctionne en interne, bon ça c'est tout un paquet d'autres sujets, mais il faut qu'elle soit capable de redistribuer sur l'extérieur de la plus-value et du bénéfice au sens large du terme, en termes d'activité, en termes de culture, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de tourisme, en termes économique, en termes de consommation, en termes de création de trucs qui bénéficient à tout le monde, n'importe quoi, hein. Un mec crée une chaîne de restaurants, même pas une chaîne, mais un restaurant qui te permet de bouffer au resto tout en n'ayant que des plats qui boostent ta longévité. Certes, ça intéresse la communauté, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui vont se dire attends, là je vais au resto du coin, je ne me sens pas très en forme, bah, à partir de maintenant, une fois par semaine, j'irai plutôt manger au resto longévité parce que je sais que c'est meilleur pour ma santé. Et pour autant, tu n'es pas un fan de longévité, mais tu te dis le trade n'est pas plus, il est pas plus mal. Et ainsi de suite. Et tu bénéficies à la communauté. Je crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas à l'isolationnisme, si tu veux. Je pense que c'est extrêmement, en fait, c'est extrêmement risqué et c'est envoyer un message extrêmement dangereux que de dire on va prendre une île ou un endroit sur la terre ferme, peu importe, mais on va prendre un endroit, on va fermer cet endroit et on va y vivre seul qu'avec des gens qu'on considère plus intelligents que la moyenne.
c'est de la de la planification, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est un moyen de s'enfermer sur soi-même et de se dire on est plus intelligent que les autres c'est des cons, ils restent en dehors de nos frontières. Et ça rappelle plein de trucs pas hyper cool à travers l'histoire. Par contre, à l'inverse, des Mais communautés qui. c'est ce qu'a fait Dubaï finalement. Ah bah non, Et bah, Dubaï, ils acceptent tout le monde. bien Dubaï, sûr. on prend un billet demain, on y va. C'est free market, entre guillemets. Dubaï, oui, ils ont créé. Dubaï, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un endroit et ils ont décidé de le développer à fond. Parce que eux, ils s'étaient encore basés sur un modèle, entre guillemets, à l'ancienne, de dire c'est là que ça se passe. Mais par contre, ils acceptent tout le monde. Moi, ce que je crois pas, c'est le côté île isolée en mode il y a que ceux qui sont whitelistés, qui pensent comme nous qui viennent. Où là, tu as un côté. Dubaï, je veux dire, tu peux être pro longévité, contre le transhumanisme, de droite, de gauche, un homme, une femme, peu importe, tu peux aller à Dubaï. Tu prends ton billet demain, tu y vas, personne va t'emmerder, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, lorsque tu regardes un peu les profils qui sont à Dubaï, généralement, ils pensent à peu près la même chose. Enfin, je veux dire, pas sur tous les sujets, bien entendu, mais sur les gros sujets type optimisation de soi-même, type entrepreneuriat, développement personnel, Ah ouais. bouffe, sport. Évidemment, t'attires une majorité de gens qui se ressemblent, puisque les gens qui se ressemblent essayent d'être en communauté. Encore une fois, on le voit très bien avec le sanctuaire, c'est les gens sont, comment dire, se complètent, mais ont quand même des visions et des objectifs qui se ressemblent, si tu veux. Et tu le vois, dans chaque communauté, c'est normal, tu attires ceux qui te ressemblent, comme la communauté du club de foot de la région, c'est que des gens qui aiment le foot et des gens voilà, qui ont envie de pratiquer ce sport, et ainsi de suite. Et donc, une ville va attirer les gens qui se ressemblent un peu. Dans la Silicon Valley, tu as plus de mecs de la tech. À New York, tu as plus de mecs de la finance. À Bordeaux, tu as beaucoup de mecs du vin. Ça c'est de la logique. Mais pour autant, même si je déteste, ce qui n'est pas le cas, mais admettons que je déteste tout ce que représente Dubaï, si j'ai envie de me faire du mal, je peux aller m'y installer. Personne va considérer que c'est pas normal ou que c'est pas bien. Juste, je vais me faire du mal. Mais je suis totalement libre de le faire. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut garder, quand bien même tu fais des cités à concept. Il faut qu'elles bénéficient et qu'elles se pluguent avec l'environnement global. Il ne faut pas que ce soit des trucs. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal à croire à l'isolationnisme. Mais il y a quand même une énorme différence entre l'isolationnisme, tel que tu le décris, c'est-à-dire non seulement on s'isole, mais en plus dans les pensées, on s'isole, il y a une barrière. Si vous ne pensez pas comme nous, vous êtes laissé tomber, vous ne pouvez pas rentrer. Et l'isolationnisme, dire, OK, on va se réunir entre personnes qui partagent les mêmes idées. Donc, si plus ou moins vous partagez les mêmes idées, vous pouvez venir. Il n'y a pas de whitelist. Juste, il faut avoir l'argent pour venir. Quoi. Au final, si vous avez la thune pour venir, let's go. Si vous acceptez nos règles, let's go. Par contre, bah, on accepte le fait qu'on on est entre nous. Et aujourd'hui, alors dis-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, je pense que les idées de cité-État, j'ai l'impression qu'on va plus vers cette direction-là, c'est-à-dire vers des cités-États ouvertes, mais avec des idées nichées. Ouvertes à tout le monde, à toutes les personnes qui ont des idées communes et qui veulent rentrer. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une whitelist type, ah bah non les mecs, vous remplissez pas cette condition, cette condition, cette condition, vous avez un peu trop mangé de sucre, vous ne venez pas. Enfin, ça dépend en fait. Baladji, lui, ce qu'il te dit, c'est vous pouvez y accéder, mais ceux qui n'y sont pas, en gros, peuvent pas être de passage, quoi, tu vois. C'est un peu, il y a un côté un peu refermé sur eux-mêmes. Alors, c'est jamais aussi, attention, hein, là, évidemment, j'ai forcé les concepts des deux côtés. Hein. Euh, mais tu vois, euh, Prospera, par exemple, alors tu peux venir visiter quelques jours, mais il y a des dates pour ça et tout ça. Tu vois, c'est pas ultra open. Tu passes pas par Prospera parce que tu faisais Périgueux Paris, quoi. Tu vois. Tu passes pas par Prospera au milieu Ouais. par hasard. Moi, c'est ce que je dis. L'avantage, la force de la Silicon Valley pendant longtemps, ça a été des mecs qui t'ont dit, si tu as juste envie de venir y passer tes vacances, tu viens parce que c'est cool. Très clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce truc-là. C'est là où, pour moi, que tu te regroupes entre gens qui pensent la même chose, c'est normal. C'est le concept.
Si tu le décentralises, c'est encore un autre concept. Comment, à partir du moment où tu le décentralises, de toute façon, tu es obligatoirement au contact du reste des villes. Donc là, la question se pose même plus. Si tu n'as pas d'impact positif sur les gens autour de toi, ben, tu t'isoles de fait. Mais c'est pas très grave que si 30 mecs dans une ville s'isolent, c'est plus dommage pour eux qu'autre chose. Et il y a de grandes chances que si c'est des mecs ouverts, tech, machin, qu'ils essayent même pas de s'isoler et qu'ils deviennent des forces créatrices de l'endroit dans lequel ils sont. C'est pour ça que je trouve que le format décentralisé est beaucoup plus sain. Alors déjà facile à mettre en place, ça c'est clair, mais plus sain et plus intéressant que le format pur centralisé. Tu sais, le format décentralisé, il existe aussi en format fermé, puisque tu vois ce que c'est une gated community aux États-Unis. C'est tu fermes, tu as 10 maisons et puis tu vis entre 10 familles riches, quoi. Alors, tu peux sortir, hein, mais tu as ce côté un peu fermé. Les gens n'ont pas trop le droit de rentrer, pas le droit de passer par mon quartier, machin. Ça peut s'entendre pour la vie privée à partir du moment où le truc communique avec l'extérieur et tu as quand même des échanges, tu vois. Je pense que de toute façon, et c'est là où c'est très compliqué et le truc est très intéressant, c'est que quand tu lances une startup, tu fais des tests. Tu vois si ton produit fonctionne, tu mets de la pub, tu acquiers quelques mecs, tu fais un truc, tu réévalues ton projet. Ok, ça marche, ça marche pas. Ok, on pivote. Ok, on rajoute des mecs pour gérer tel truc, et puis tu construis ton truc comme ça. Bon. Là, quand tu te lances dans un projet de cette ampleur-là, le test coûte beaucoup plus cher. Parce que si tu as acheté une ville entière, tu vois, que tu as fait commit, je ne sais pas combien il faut, mais 500, 600, 700, 1 milliard à tes investisseurs pour acheter une ville entière, construire des bâtiments, faire raccorder les égouts, faire raccorder l'électricité, passer un contrat avec EDF, de faire des routes, des parkings, tout ce que tu veux, et que tu te rends compte que ce n'est pas la bonne méthode, le coût d'entrée est beaucoup plus important. Et le coût de l'erreur est beaucoup plus important. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne voit pas tant de startups de cet ordre-là éclore pour le moment. Or, je pense que c'est une opportunité juste monumentale. C'est une opportunité monumentale parce que, déjà, ça disrupterait le sous-jacent, c'est-à-dire l'immobilier. Et disrupter l'immobilier, c'est un des rares trucs sur lequel, quand même, il y a beaucoup de galères. Tu vois, on a réussi à le faire avec à peu près tout, mais l'immobilier, ça reste compliqué d'un point de vue à très, très grande échelle. Et ça permettrait, sur des communautés hyper soudées, de lancer des business complètement indépendants. Et là, on peut arriver à la deuxième phase, qui est, tu as parlé tout à l'heure de Telegram, de Pavel Durov et de tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, par contre, tu pourrais avoir une communauté liée à une cité-État, network state, tout ce que tu veux, qui aurait sa propre app de communication, dont ils sont potentiellement coactionnaires, avec leurs propres apps de méditation, leurs propres apps sportives, leurs propres satellites SpaceX qu'ils ont loués pour recevoir la télé, et avec en disant, par contre, nous, on vous demande juste un truc, c'est d'avoir comment dire, la souveraineté sur nos données. La souveraineté sur qui nous écoute, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait de nos données. Et là, je pense que pour le coup, pour un État, ce serait plus difficile à empêcher. Parce que autant dire, ouais, je veux un passeport différent, je veux machin, tu viens attaquer le fondement de ce que représente l'État. Autant si tu lui dis, on a une autorité de contrôle, à la limite, l'autorité de contrôle vous reporte s'il y a un problème lié à des sujets très graves. Bon, ok. Mais tant qu'il n'y a pas un sujet très grave, c'est notre app, personne ne regarde à l'intérieur. Ça, je pense que ça peut être sexy pour beaucoup de gens.
Est-ce que tu veux rebondir sur l'affaire Telegram avec Pavel Durov par rapport à ce sujet-là? J'en ai Bah, parlé en intro. Est-ce que tu veux donc pour resituer, si certains n'avaient pas suivi, même si l'affaire a quand même fait beaucoup de bruit, hein, Pavel Durov, dont on a fait une vidéo il y a quelques un mois ou deux, hein, max, euh, fondateur de Telegram, a été arrêté en France, en arrivant en France, pour le motif de ne pas avoir coopéré avec les autorités françaises sur le fait de modérer, censurer et dénoncer des gens qui auraient des comportements dangereux à l'intérieur de Telegram. Comportements dangereux, on parle de trucs très très graves, terrorisme et ainsi de suite. Bon. Je vous envoie vers les articles si vous voulez les voir. Telegram, la valeur ajoutée de Telegram, c'est de dire on est full privacy. Donc, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, personne ne peut le voir, on est chiffré de bout en bout, personne n'a accès au message. Ce qui est à peu près le même discours que tient WhatsApp. Sauf que, force est de constater que Mark Zuckerberg n'est pas en prison. Ce qui prouve que Mark Zuckerberg a collaboré et a coopéré, on va dire, avec les institutions et probablement à donner les données à minimal dans ce genre de cas. J'ai beaucoup de mal à me positionner et à avoir une idée claire sur le truc parce que je pense qu'on est à la fois en ce moment au milieu d'enjeux économiques certes, mais surtout géopolitiques, d'enjeux de sécurité du territoire chez nous, mais d'enjeux évidemment avec tout ce qui se passe avec la Russie en ce moment et ainsi de suite. Donc, on est au milieu d'un enjeu extrêmement complexe, je pense. D'ailleurs, le lendemain, Mark Zuckerberg a fait une lettre, peut-être qu'on mettra en description, où il a dit qu'il avait fait fuiter plusieurs fois des données, qu'il avait censuré à tort, d'après lui, euh, certains contenus liés à la campagne américaine, et ainsi de suite. Et donc, ça prouve vraiment l'importance, si tu veux, des réseaux sociaux et des boîtes médias nouvelle génération dans le paysage politique et dans le paysage géopolitique mondial. Sauf que la réaction, c'est quoi? Il y a deux types de réactions. Il y a une réaction qui est de dire ok, c'est normal, Pavel Durov n'a pas censuré des trucs qui sont liés au terrorisme, c'est inadmissible, il doit aller en tôle. Voilà, voilà, ok. Et de l'autre côté, des gens qui disent oui, mais non, on est le pays de la liberté d'expression. Censurer, c'est censurer la liberté d'expression. Censurer et demander à ce qu'on ouvre Telegram, c'est entre guillemets de l'espionnage. Donc, il a eu raison de refuser ça. Et il y a des problèmes. Ok, les problèmes, on les arrête, on fait au mieux, mais il ne faut pas pour autant espionner tout le monde sur Telegram. Bon, en gros, c'est les deux grosses visions. Et si tu veux, c'est une opposition qui est hyper importante parce que par rapport à ce qu'on disait sur le network state, Balaji, lui, en parle. Alors, c'était avant l'affaire Pavel Durov, évidemment. Mais d'ailleurs, il a fait des posts récemment, beaucoup de posts sur son Twitter après l'affaire Pavel Durov en faisant référence à network state. Pourquoi? Parce qu'il dit aujourd'hui, on n'est pas dans une opposition droite-gauche, riche-pauvre, machin, c'est pas le sujet, mais le sujet, c'est de dire il y a d'un côté les pro-État, ceux qui pensent que l'État veut notre bien, est là pour nous et fait bien tout ce qu'il faut, en gros, et donc suit l'État et pro-state. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont soit anti-État complètement, soit à minima en défiance par rapport à l'État. Et donc, eux ont plus confiance dans des gens qui disent ok, quoi qu'il arrive, je garde votre privacy et je ne transigerai pas là-dessus. Et là, on a un affrontement entre ce qu'il appelle deux léviathans, au sens de Hobbes, le philosophe, c'est-à-dire deux grands modèles de pensée, deux institutions supérieures. D'un côté, la liberté au sens large du terme, voilà, et de l'autre côté, l'État et toute sa force. Et il dit,
c'est une bataille de géants qui a lieu en ce moment. Il y a déjà eu des Léviathans qui se sont affrontés, l'Église versus l'État. Ce qu'il dit, sa théorie, c'est de dire, sur la centaine d'années précédentes, le grand combat, c'était l'Église versus l'État. Qui a le vrai monopole? Qui est vraiment l'autorité supérieure? Tu as toujours une autorité supérieure, si tu veux. Qui est l'autorité supérieure? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est the United States of America? Lui, il le fait comme ça. Hein. Je dis pas que c'est la réalité, mais c'est qui est le chef, tu vois. Et donc, tu avais toute une partie des États-Unis qui disait non, moi, je pense que c'est Dieu et que l'État répond. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils jurent sur la Bible de ne pas mentir et ainsi de suite. Donc, tu avais une partie conservatrice des Américains, notamment, qui disait c'est Dieu le chef. Mon Léviathan, c'est Dieu. La loi qui prime, c'est la loi de l'Église, c'est la loi de Dieu. Et c'est le cas dans plein de pays sur la planète encore. Dans le monde musulman, il y a plein de pays où la loi, c'est la charia. Et donc, de facto, l'État répond à Dieu. Dans plein de pays laïques, à l'inverse, l'Église répond à l'État. C'est-à-dire que l'Église doit respecter un nombre de règles qui sont arrangées pour qu'elle puisse fonctionner, mais l'Église répond à un nombre de règles. C'est l'État qui est le chef. Je te donne un exemple. Dans les années 1800 quelque chose, le dimanche, tu allais prier pour avoir la vie éternelle au paradis. Aujourd'hui, tu espères ne pas mettre l'État en rogne parce que tu veux toucher ton chômage si tu as un problème et être soigné gratuitement. Et bon, là, après, tu as plein de théories du style, c'est un glissement, on va dire, du spirituel vers le purement pragmatique, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé sur, on va dire, la centaine d'années dernière. Ce qu'il dit maintenant, c'est qu'il y a un nouvel affrontement. Il y a un nouvel affrontement entre l'État, qui, comme l'Église il y a 100 ans, est en train de petit à petit de perdre pied, de se craqueler, voit que son modèle, il y a des trucs qui ne marchent plus. Et de l'autre côté, un modèle de pure liberté, Web 3, tech, on va aller dans le futur, on va sur Mars, on s'en fout, il n'y a plus de limites. Qu'on pourrait appeler un modèle, j'en sais rien, libertarien, donc lui il appelle ça network state, mais libertarien, slash techos, slash tout ce que tu veux. Et les deux s'affrontent. Et l'affaire Pavel Durov, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un État qui dit « moi, je te dicte ce que tu dois faire », et lui, il dit « non, moi, je réponds aux règles de la liberté ». L'étoile polaire, c'est la liberté. C'est pas mon problème. Et là, tu as les Léviathans qui se rentrent dedans. Ah, c'est hyper intéressant. Pour Pavel, enfin, pour la dernière remarque à la fin, peut-être à nuancer un poil parce que du coup, c'est vraiment dans un angle type oui, non, l'État est contre cette vision-là, alors que si ça se trouve, les motivations d'arrestation sont totalement autres, notamment avec le contexte de l'Europe vis-à-vis de la Russie. On ne sait pas vraiment pourquoi il a atterri. Certaines personnes parlent d'un déjeuner qui aurait été planifié avec Macron. Bon, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, au niveau des Faut faire motivations, hyper on sait gaffe. pas si c'est vraiment la liberté versus l'anti-liberté, le contrôle. Non, mais c'était pour le ramener au sujet du network state, si tu veux, où il y avait un gros truc. Mais il faut faire gaffe sur cette affaire Pavel Durov, il faut quand même être très prudent parce qu'on a peu d'infos et certaines ne sont pas vraies. Par exemple, il y a une rumeur qui a dit que le Dubaï, parce qu'il est Pavel Durov est moitié français, moitié dubaïote. Hein. Il a la double nationalité. A priori, il est plus russe. Enfin, en tout cas, je crois. Bien sûr. Et il y avait un truc comme quoi Dubaï. Il est russe autant. Il est russe, il est français et il a la nationalité des Émirats. Ok, d'accord. Ok, my bad. Donc, en tout cas, les Émirats auraient dit un truc du genre oui, on suspend un contrat de 80 rafales, machin. Et c'est passé sur Al Jazeera, c'est passé sur tous les grands médias. Et en fait, 3 jours après, ça a été démenti du style non, mais pas du tout, rien à voir. Et puis surtout, si ça arrivait, rien à voir avec l'affaire Pavel Durov. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu un démenti? Est-ce qu'au milieu, Macron est J'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut faire très attention parce que dans cette affaire, les trucs vont très vite. Depuis 2 jours, maintenant, il est inculpé plus ou moins pour affaire de violence sur son fils, ce qui n'était pas du tout sorti au début. Il y a des nouvelles infos tous les jours. Il faut être méga prudent sur le contexte. Mais par contre,
Ce qui est intellectuellement intéressant, c'est de dire, cette affaire-là, c'est un micro-phénomène. Et ce micro-phénomène, on le voit de plus en plus souvent. On le voit quand des gens essayent de créer des cités-États. Je m'oppose à la force dominante précédente. On le voit quand Facebook, Google, ou les GAFAM au sens large, ont plus de puissance qu'un État. On le voit quand BlackRock, qui est investisseur dans potentiellement toutes les sociétés, a quasiment le sort de l'économie entre ses mains, tu vois. On le voit quand des gens comme j'ai même un exemple tout con, mais quand Cristiano Ronaldo lance sa chaîne YouTube et qu'il a des dizaines ou des centaines de millions de gens qui le follow du jour au lendemain, tu vas me dire, c'est anecdotique. Oui, c'est anecdotique. Mais il est capable de faire passer des messages qui peuvent avoir un impact sur un grand nombre de personnes. Et donc, de facto, l'État qui avait pendant longtemps le monopole du narrative, de raconter l'histoire, se retrouve en concurrence avec l'ultra-liberté, à savoir monsieur tout le monde, toi, moi, et puis évidemment tous les mecs qui ont beaucoup plus d'audience que nous, et puis demain, les mecs qui n'ont pas encore d'audience, mais qui vont en créer une, et ainsi de suite. Et je pense que le vrai... Moi, depuis que je bosse, j'entends, oui, le monde est en train de se transformer parce que le numérique, le machin, le truc. Moi, je crois qu'on touche maintenant, depuis 2 ans peut-être, depuis le Covid, 4 ans, on touche vraiment à la transformation. Là, le monde est en vraie mutation parce que l'accès à l'information, c'est démocratisé, l'accès à la création, c'est démocratisé. Et là, on est en train de vraiment bouger la manière dont on vit. Et on voit qu'il y a certains modèles qui ne tiennent plus. Il y a certains modèles où on va devoir se battre pour les garder. Et il va falloir en inventer des nouveaux, du coup. Et je pense que tout ça, dans le meilleur des mondes, on arrive à le faire sans trop se cogner contre les murs. Dans le pire des mondes, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des trucs qui vont pas, il y a des révolutions, il y a des je sais pas quoi. Il faut espérer qu'on n'en arrive pas là. Mais je pense que le monde est foncièrement en train de se transformer et qu'une des grandes raisons de ça, c'est l'accès quasi illimité à l'information et l'accès quasi illimité à la production de l'information. Dans le cas de Pavel Durov et de Telegram, ce qui est très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'eux, ils ont essayé de s'attaquer à 2 choses. Non seulement il y a le côté communication ultra privée, cryptée. Les États donc d'un coup n'ont plus accès à toutes ces informations et de l'autre, c'est la monnaie. Parce que Telegram, c'est pas juste une application de messagerie, c'est maintenant une blockchain, c'est maintenant une crypto-monnaie, c'est maintenant des échanges qui seront de manière totalement décentralisée. Et on ne sait pas réellement quelles sont ses ambitions à Pavel Durov. Il a commencé avec l'app de communication la plus privée qui soit. Il a maintenant tout l'écosystème de blockchain qu'il développe. Peut-être que si les États l'avaient laissé faire, et on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer, mais peut-être que ça aurait été vraiment de plus en plus un concurrent sérieux à l'hégémonie, l'autorité et la puissance des États. C'est envisageable. C'est envisageable. Et on peut faire la même réflexion avec Elon Musk, qui l'a fait de manière plus state-friendly. Il crée des boîtes, il crée de l'emploi. Mais si on regarde vraiment le truc, il a un réseau social où il est capable de communiquer à un très, très, très grand nombre de personnes. Ok. Ce réseau social est en train de, en tout cas, tout prouve que c'est en train de lancer sa propre crypto-monnaie et un système plus ou moins bancaire qui a été accepté dans, je ne sais plus, les 3/4 des États américains. Ok. Il a des capacités de production d'énergie avec tout ce qu'il met en place avec Tesla et ainsi de suite. Il contrôle une partie du lancement en orbite des satellites qui permettent quand même de répartir l'information sur la planète. Et puis, il est en train de lancer sa marque d'IA, qui est quand même un des trucs qui génère le plus d'argent et ainsi de suite. Donc, tu vois, capacité, voilà. Et puis, il a des ressources
très très importante. Quand tu mets tout ça bout à bout, il est lui aussi, quand tu vois qu'il y a quelques semaines, il fait une interview avec Donald Trump, que c'est le truc le plus visionné sur X de l'histoire. Bon, bah, tu te dis bien quand même que des mecs comme ça deviennent des menaces, on va dire, aux États. Ou en tout cas à leur hégémonie. Je pense que le bancaire est une étape importante. Si un mec arrive à vraiment craquer le bancaire, ça commencera à se sentir, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Même, bon, même Zuckerberg s'est pris un mur hein, à ce sujet-là. Il y a oui, quelques oui, années. Avec Libra, je crois, il voulait créer, ça s'appelait Libra, la crypto-monnaie qu'il voulait. ouais, ils voulaient créer Libra avec des mecs qui adhéraient au truc, il y avait Uber qui avait adhéré à tout ça pour pouvoir faire des paiements, pour pouvoir garder de l'argent là-bas. Le système bancaire, moi, je suis même surpris qu'avec les réserves de cash des GAFAM, il n'y en ait pas un qui ait essayé juste d'acheter une banque existante. Plutôt que de recréer un truc from scratch, tu achètes une banque existante et après, tu fais tes transformations. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un GAFAM qui soit allé acheter une banque. Après, si ça se trouve, ça s'est fait, mais de manière secrète, détournée, parce qu'imagine, on apprend que Facebook achète la bread, je dis des bêtises, hein. Mais t'imagines le scandale que ça peut produire, hein. Ah bah oui, non, mais j'imagine bien. Et puis surtout, il y a peut-être aussi des lois, je ne suis pas assez fort en loi bancaire du tout, mais il y a peut-être des lois qui empêchent un seul acteur de contrôler un établissement bancaire. C'est possible. J'en ai aucune idée, mais je me dis qu'il doit bien y avoir deux, trois trucs qui t'empêchent de faire ça aussi facilement que je le dis là. Ok, bah écoute, ça fait une bonne vidéo, un bon Ouais. podcast, ça fait une bonne grosseur. Abonnez-vous, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on va essayer d'augmenter le rythme de podcast, passer à 2 par semaine dès la semaine prochaine. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que l'on traite, n'hésitez surtout pas. Et puis à la semaine prochaine.